Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'heure. Alors, le Mexique s'est invité dans la politique canadienne ces derniers temps et pose la question de l'immigration, pose la question... Et là, on a vu Ottawa changer sa politique des visas pour tenir compte finalement de ce truc qui est souvent considéré comme secondaire à Ottawa, c'est la réalité. Alors, pour parler de cette question, du changement de doctrine, à tout le moins du changement de pratique à Ottawa, notre analyste politique, évidemment, Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, je te pose la question que j'ai posée à Christine Normandin. Comment la lumière est-elle venue à nos gouvernants d'Ottawa? Ben, la lumière est venue par la pression politique absolument monumentale là, qui est exercée d'une part par le Québec et aussi par l'Ontario, où on est rendu dans une situation où les migrants campent dans la ville, où la mairesse ne sait plus quoi faire et où finalement la ville a menacé de mettre en place une taxe municipale aux citoyens pour réussir à financer les services aux réfugiés, aux demandeurs d'asile plutôt, sous prétexte qu'Ottawa ne voulait pas payer sa partie de la facture. Alors, tout ça a comme créé une tempête parfaite qui a forcé le gouvernement fédéral à agir. Ce qui est absolument spectaculaire, il faut que je te raconte, le ministre Mark Miller vient tout juste de prendre la parole là, dans les 3 dernières minutes. Pour annoncer donc cette décision de réimposer des visas à certains visiteurs mexicains, mais il nous a bien informé que de retirer l'exigence de visa en 2016 était la chose à faire à l'époque, parce que depuis, ça a permis d'améliorer les liens et l'intégration et le tourisme et d'assurer un rapprochement économique et culturel essentiel avec le Mexique et que finalement, ce qu'il annonce aujourd'hui, c'est pas une vaste opération de marché sur la peinture pour désavouer une promesse en l'air faite en campagne électorale en 2015, mais c'est un ajustement au regard de la nouvelle réalité migratoire. Alors, mais ils sont exceptionnels. Alors, Christine Normandin me disait il y a quelques instants, la députée du Bloc québécois, elle nous dit il faut changer la politique, notamment parce qu'on n'est plus capable d'honorer notamment nos devoirs envers ceux qui arrivent pour les traiter correctement. Et j'entends cet argument, mais moi j'en ajoute un autre qui me semble souvent négligé dans le débat, c'est on trahit d'abord l'intérêt des Canadiens et des Québécois qui ont comme normalement devraient s'attendre à ce que leur gouvernement, avant de se préoccuper de population étrangère, s'occupe d'abord de sa propre population. Quand les services de santé, quand l'école, quand l'aide aux plus nécessiteux sont fragilisés au point d'être au seuil de rupture, je m'excuse, mais le premier devoir du gouvernement, c'est pas envers les demandeurs d'asile et ceux qui viendront, c'est envers ses propres citoyens qu'il traite comme quantité négligeable. Oui, c'est certain, mais je pense que de toute façon, une mauvaise politique sur les demandeurs d'asile nuit à tout le monde. Ça nuit aux services publics. Ça nuit aussi aux vrais demandeurs d'asile, là. Si tu as un principe où tu accueilles des gens qui sont des réfugiés politiques au terme des conventions internationales, mais que ton système est complètement embourbé parce que, sous prétexte d'une idéologie que tu es le pays le plus accueillant du monde, tu laisses tout le monde rentrer puis tu décides de faire le tri après, mais objectivement, tu nuis aussi à ces demandeurs d'asile-là qui sont pris dans une espèce de limbo, sans permis de travail, sans service, sans rien. Et c'est ce qu'il y a d'assez spectaculaire, je pense, dans le désaveu général qu'on voit de la part par le gouvernement Trudeau de ses propres politiques, c'est que il est arrivé au pouvoir sous prétexte que le Canada est de retour, c'est l'ouverture, il a saisi l'arrivée de Donald Trump pour essayer de faire dans l'image absolue et ouvrir grand les portes. Et finalement, cette absence de contrôle, cette absence de minutie, parce que c'est compliqué gérer ces enjeux-là, et ce manque de vision, parce que, objectivement, la crise migratoire, on est très énervé au Canada parce qu'elle débarque chez nous pour la première fois depuis
de tous les temps. On a quand même un avantage géographique absolument monumental sur tous les pays d'Europe, sur les États-Unis. On est pogné en haut tout seul, entouré par 3 océans puis une frontière américaine, objectivement, là. Ouais. Et c'est comme si le gouvernement Trudeau s'est imaginé, depuis 2016, que le Canada, non seulement ne serait jamais confronté à cette crise migratoire mondiale qui est réelle, mais qu'il n'y avait même pas besoin de se préoccuper de comment continuer à tirer profit des avantages géographiques du Canada pour essayer, peut-être pas de s'en protéger entièrement, mais de au moins s'en prémunir et de réussir à maintenir l'intégrité de notre système actuel. Et donc là, il se retrouve dans une situation à avoir joué le bar ouvert pendant des années, ben, en reculant, puis en ajustant le tir de manière qui est absolument légitime et nécessaire, il finit par déplaire à tout le monde. Les Américains sont en pétard parce que là, on est en train de faire un peu de moins être les partenaires dans ce dossier-là qu'on était parce qu'on leur a dit, faites-vous-en pas, nous on est là, les portes sont ouvertes, on va vous aider. Là, tout d'un coup, on dit, oups, c'est plus possible. Puis les Mexicains sont pas contents. Puis objectivement, c'est bien beau, on a amené un resserrement des visas mexicains. Mais il n'y a personne qui s'imagine que ça va régler le problème entier des demandeurs d'asile. Je veux dire, la hausse est fulgurante de plusieurs pays du monde où il y a des filières très, très identifiées. Et on n'en a pas parlé jusqu'ici parce que le problème mexicain était trop gros. Mais à partir du moment où tu règles le problème mexicain, bien là, on va se pencher sur les autres problèmes. Le problème du Sénégal, le problème du Congo, le problème de l'Inde, etc., etc. Et donc, le gouvernement, en resserrant ces trucs, va finir par mettre tout le monde en pétard à travers la planète parce qu'il a mal fait ses devoirs au début. Ben, alors, j'ai l'impression, au fond des choses, et là, je devine qu'on sera peut-être pas d'accord, mais Ottawa, si ce n'était des pressions du Québec, puis des autres provinces un peu, parce que ça commençait à chialer. Tu sais, si ça chiale à Toronto, c'est autre chose que c'est pas Montréal. Mais j'ai l'impression que fondamentalement, du point de vue d'Ottawa, il n'y a pas de crise des demandeurs d'asile, il n'y a pas de crise des réfugiés, il n'y a pas de vague migratoire qui nous submerge. Tout ça était une très bonne chose. Je veux dire, on a vu comment il y avait aménagé Roxham. Hein, Roxham s'est rendu presque une douane officieuse au Canada, un poste d'accueil supplémentaire. Du point de vue du Canada 100 millions, du point de vue du Canada immigrationniste, du point de vue de nos élites qui sont assez mondialistes, il n'y avait pas de crise. Là, ils sont obligés de tenir compte de la pression politique, mais en tant que tel, pour eux, il n'y avait pas de souci, ni pour Miller, ni pour Trudeau, ni pour cette bande qui dirige le Canada. Je pense que c'était comme ça au début, mais le problème, c'est que dans le Parti libéral et au sein du gouvernement Trudeau actuel, depuis qu'il a pris le pouvoir, les enjeux idéologiques qui sont présents au sein du Parti libéral depuis toujours et qui ont campé son retour et son arrivée au pouvoir en 2015, ont été transformés en armes politiques et donc sont devenus des espèces de forteresses mentales intellectuelles où, envers et contre la réalité, on continue à entretenir un aveuglement parce qu'on pense que de s'accrocher à cette idée-là permet de stigmatiser et de démoniser l'adversaire. C'est vrai sur la question des demandeurs d'asile et des migrants, parce qu'objectivement, c'est sur cette question-là, c'est un des points de bascule très importants de la campagne électorale de 2015. Il y a l'idée de faire des déficits petits, mais il y a aussi, rappelle-toi, c'était la crise des migrants syriens, c'était la mort de ce petit enfant sur une plage, c'était la réaction plutôt froide du gouvernement Harper à l'époque et cette promesse du gouvernement Trudeau d'accueillir 25 000 réfugiés syriens. C'est comme si tout d'un coup, les Canadiens se sentaient mieux, tu sais, on était comme « Oh, on est bon, on est gentil ». Alors, on a pris ces logiques-là et après ça, on les a instrumentalisés pour interdire sur le débat public de remettre en question les seuils d'immigration, les politiques migratoires. Et objectivement, moi, je dirais jusqu'à dire qu'on a fait de l'intimidation politique face au Parti conservateur. Évidemment. Face à tout le monde là-dessus. Et c'est à partir du moment où ça a complètement dérapé
que là, ben, les partis, comme le Parti conservateur sur la scène fédérale, sont capables de s'approprier cet enjeu-là de manière délicate, mais on a encore peur des libéraux là-dessus. Et c'est la même chose avec la question migratoire qu'avec la question des finances publiques, où le déficit est devenu une arme politique et où une politique migratoire absolument débridée est devenue une arme politique. Dans un cas, c'est pour faire craindre les méchants conservateurs et l'austérité et la destruction de la classe moyenne. Puis dans l'autre, ben, c'est pour faire passer tout le monde qui remet ça en question pour des racistes sectaires. Ce qui n'est pas nouveau chez nos amis libéraux. Deuxième sujet, parlons lecture et Pierre Poilievre. Hier, je te parlais d'un livre qui est paru en 1969 de Kevin Phillips, The Emerging Republican Majority, où il parlait d'une nouvelle coalition conservatrice aux États-Unis. Et je te demandais, est-ce que finalement, Pierre Poilievre, est-ce qu'il n'est pas en train de faire la même chose, créer une nouvelle majorité conservatrice au Canada? Mais d'abord, as-tu lu le livre? T'as fait tes devoirs? Non. Mathieu, j'ai une Mauvais confession à élève. faire. Vas-y, J'ai vas-y. une Nous aimons les confession. confessions ici. Parlez librement. J'ai une vie. J'ai une Oui, vie. d'accord. Quand C'est quoi j'arrive cette à la maison réponse? le soir, j'ai une famille, on soupe, on se parle, et pour assurer ma stabilité mentale, il faut que je lise d'autres choses. Donc, je ne l'ai pas vu, mais j'ai réfléchi à la question. Quelle Donc, étrange je ne peux pas te réponse. faire la comparaison absolue avec la thèse de ce livre-là, mais je te propose d'aller encore plus loin que l'enjeu de la nouvelle coalition conservatrice. Premièrement, je suis Ah, d'accord, les conservateurs, les seuls moments où ils ont réussi à prendre le pouvoir, c'est en forgeant une nouvelle coalition. Parce que bien leur sûr. base idéologique solide ne suffit pas à garantir leur arrivée au pouvoir pour des raisons, parce qu'elle est pour des raisons géographiques, objectivement, entendons-nous, là. C'est parce que la base conservatrice est mal distribuée au regard de notre carte électorale. Stephen Harper avait réussi à le faire à l'époque en faisant l'unité du mouvement conservateur, ce qui était déjà former une nouvelle coalition, en donnant une voix et une place aux conservateurs sociaux en leur disant « Je ne toucherai pas à l'avortement, mais au lieu de financer des garderies, je vais donner 1500 $ des crédits d'impôt pour les familles et qui est un respect du choix des parents dans la façon dont ils gèrent et ils s'occupent de leurs enfants. Et donc, il avait forgé une coalition autour de ces 5 priorités à l'époque. Le problème Ouais. qu'on a eu dans l'ère post-Harper, c'est comme toujours, quand il y a une nouvelle coalition dominante qui s'installe, qui à l'époque, en 2015, était celle de Justin Trudeau, ben là, c'est des vases communicants, objectivement. Ouais. Et ce qui est intéressant de la coalition que Pierre Poilievre est en train de forger, c'est de se dire, le Parti conservateur ne peut pas gagner quand il essaie d'aller jouer au centre dans la coalition libérale. Mais bien Il faut sûr, mais c'est le bon sens. Il peut pas, s'il décide d'être un parti libéral rouge pâle, c'est pas intéressant. Et donc, sur quoi elle est fondée, cette nouvelle coalition conservatrice? C'est sûr que 70% des gens qui appuient le Parti conservateur en ce moment, ce sont des conservateurs, c'est la base, hein, qui est un socle très solide. Mais là-dedans, il y en a 13% jusqu'ici qui n'ont pas voté qui n'ont pas voté aux élections de 2021. Là, viens pas me dire c'est les populistes débiles de Maxime Bernier, etc. Objectivement, cette part-là, J'allais que pas les dire ça. libéraux. Non, je sais, mais cette part-là, la gang à Maxime Bernier, comme on les appelle, c'est seulement 3%. Donc, M. Poilievre, avec son discours sur l'inflation, sur l'accès à la propriété, est en train de toucher le zeitgeist de toute une frange de la population qui juge que les politiciens ne les écoutent pas. Ils ne sont pas à l'écoute de leurs priorités premières. Puis après ça, le Parti conservateur est en train d'aller chercher une part des libéraux qui sont complètement dégoûtés par l'état des finances publiques. Et là, ils travaillent très activement pour aller vraiment piger auprès du NPD, parce que déjà, on l'a vu, c'est une tendance qui n'est pas nouvelle au sein des partis de droite, que finalement, on dit l'école bleue, mais c'est pas juste là. Moi, je dirais que c'est les gens qui sont pas la classe laptop. Tu sais, les gens qui travaillent sur des ordinateurs à Ah, la journée longue, là,
Bon, eux, ils sont vers la gauche. Les autres, donc les cols bleus, les gens qui travaillent dans des usines, dans le secteur du commerce de détail, Ben, etc., ce qu'on a- c'est ces ce qu'on appelle gens-là. la classe moyenne inférieure, souvent. La classe moyenne inférieure. Oui. Mais là, on est en train d'essayer d'aller grappiller dans le mouvement syndical pour aller forger une nouvelle coalition. Et autant les gens qui tentent de démoniser le Parti conservateur, sur quoi elle s'articule cette coalition-là, au-delà de dire que tout est la faute de Justin Trudeau, une résistance au wokisme. On le voit Mhm. avec les prises de position de M. Poilievre sur la question des droits des parents et du droit de regard, en vérité, des parents dans le traitement qu'on fait des enfants trans. Un conservatisme décomplexé. Tu ne peux pas te battre contre les assauts idéologiques et la démonisation si tu as honte de toi-même. Hein? Mais bien sûr. Et la loi et l'ordre à cause des dérapages du gouvernement Trudeau. Mais moi, je te pose la question. Quand on regarde cette tactique qui prend beaucoup de temps à construire, moi, je regarde ce qui se passe au Québec en ce moment et je me dis que c'est l'erreur que, ça illustre la fragilité de la coalition sur laquelle repose M. Legault, le pouvoir de M. Legault en ce moment. Comme elle est en train de s'effriter, il perd ses appuis, un peu comme la coalition de Justin Trudeau au fédéral. Mais ça explique aussi l'espèce d'errance du PLQ. Parce qu'ils Ouais. ne sont pas à la recherche d'une nouvelle coalition. Ils sont à la recherche de comment mieux vendre leur sauce actuelle. Ils sont à la recherche d'un Et sauveur et mis sur l'évolution démographique avec le temps. ça, c'est ta théorie, mais moi, C'est j'irais ailleurs. factuel. C'est factuel. Les partis réussissent à se reconstruire quand ils réussissent à inventer et développer une nouvelle coalition. C'est ce que Justin Trudeau a fait en 2015. C'est ce que, par exemple, le Parti travailliste est en train de faire, le Labour en Angleterre en ce moment. Mais pour y arriver, ça prend une autopsie vraiment sévère, scientifique, étudiée du fractionnement de ta propre coalition. Et c'est cet exercice-là qu'ont fait les conservateurs après chaque élection qui leur permet d'essayer d'identifier comment bâtir une nouvelle coalition électorale. Et en préparant ce segment, je suis retournée lire le document de réflexion du PLQ et j'ai été frappée par l'absence d'autopsie là-dedans quand on compare à ce qu'a fait, par exemple, le Labour Party en Angleterre au lendemain de la défaite électorale en 2018. Je note que quand tu as du temps, tu lis le document du Parti libéral du Québec, mais tu n'as pas encore lu les livres de Kevin Phillips dont nous avions parlé hier, même si tu as une vie. Le document C'est prend 15 minutes à parcourir. Le livre hier soir, j'avais pas le temps. J'ai bien compris ça. On se reparle la semaine prochaine. Merci infiniment, Emmanuel Latraverse. Au revoir. Bye bye. Ben, chers amis, c'était un plaisir de vous parler encore une fois et nous nous retrouvons très rapidement pour un autre épisode. Chers amis, à très bientôt.